Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de votre invitation. Donc, effectivement, lorsqu'on parle de mesurer les impacts, ça veut dire qu'on parle d'évaluation de la recherche, comme on vient de le dire. C'est un thème qui est devenu central à travers le monde au cours des 15 dernières années pour de multiples raisons, sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais je vais me concentrer sur les aspects plus méthodologiques, plus techniques, parce que c'est eux qui ont des conséquences. Mesurer, c'est important, mais si on mesure avec les mauvais instruments, on va prendre des mauvaises décisions. Ça se résume à ça, le gros bon sens. Et vous allez voir, contrairement à ce que Descartes disait, le bon sens, c'est ce qu'il y a de moins partagé dans le monde intellectuel. Donc, je vais commencer rapidement à rappeler quand même que quand on parle d'évaluation de la recherche, c'est devenu le mot à la mode chez nos dirigeants, comme si c'était nouveau dans les années 90. Mais l'évaluation, pour des chercheurs, ça date de l'émergence même de la science au milieu du 17e siècle. L'exemple que j'aime beaucoup apprendre, c'est quand Newton, tout le monde connaît Newton, quand Newton publie son premier article dans les Proceedings de la Société royale de Londres, il est automatiquement évalué, sans qu'il sache trop par qui, mais nous, les historiens qui fouillent dans les papiers, on sait que c'est Robert Hooke, donc un collègue. Mais un collègue, c'est aussi un compétiteur et un ennemi, au fond. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce qu'on dit tous, nous, quand on évalue des papiers, « Ouais, c'est pas si bon que ça. Les miens sont meilleurs, bien sûr, parce qu'on est tous des génies, les autres sont tous des demi-savants. » Et donc, on rejette, la plupart du temps, les articles de nos collègues. Et donc, c'est ce que fait notre ami Hooke, et au grand désespoir de Newton, qui n'est pas très content, et qui dit donc « Je ne publierai plus jamais dans les mémoires de la Société royale de Londres. » Et pour qu'il publie 15 ans plus tard son gros livre « Les Principia Mathematica », donc la physique moderne, il a fallu qu'il ait été cajolé par Edmond Halley pendant quelques années. Il dit « Oui, M. Newton, on sait que vous avez dans votre tiroir le grand livre de physique. S'il vous plaît, sortez-le du tiroir. » Mais Newton est un esprit un peu difficile et pas très gentil, qui a fini par plier, mais il n'a pas aimé l'évaluation par les pairs, qui est pourtant la base. Mais c'est long comprendre ça. Même Einstein, dans les années 30, a été surpris que son article, parce qu'il était déménagé aux États-Unis, quand il était en Allemagne, il publiait dans les Annalen der Physik, la plus grande revue d'Allemagne. Max Planck recevait ça, il regardait ça, il imprimait ça. Aux États-Unis, l'évaluation par les pairs dans les années 30 est déjà plus formatée, plus organisée. Donc, c'est une évaluation anonyme, et Einstein n'est pas au courant. Il est arrivé aux États-Unis en 1933, et donc là, il envoie son premier article à la revue Physical Review, qui est la meilleure revue dans les années 30 aux États-Unis. Et donc, il soumet son papier, et finalement, il reçoit un rapport anonyme, dactylographié, de 3-4 pages, qui dit, bon, mais le papier de M. Einstein est erroné, son calcul est faux, et donc la conclusion est invalide. Et si on fait les corrections, on trouve les erreurs, et ça donne la conclusion inverse de ce que M. Einstein suggérait. Parce que le papier d'Einstein s'appelait « Sur la non-existence des ondes gravitationnelles », et l'évaluateur anonyme pour Einstein, et bien sûr, moi je sais c'est qui, c'est H.P. Robertson, qui est à l'université de Princeton, qui était le plus grand expert de la théorie d'Einstein aux États-Unis, grand mathématicien lui-même, mais Einstein n'est pas un grand mathématicien, il est un grand physicien. Donc, il dit, il y a des erreurs. Einstein n'est pas content, écrit une lettre à la revue en disant, mais je comprends pas, là, je vous ai pas donné la permission de faire lire mon papier à quelqu'un d'autre, encore moins un évaluateur anonyme qui m'envoie une série de commentaires. C'est absurde, je retire mon papier, bye-bye, m'en vais. Mais Einstein est un coup calmé, il s'est dit ouais, je vais lire attentivement les commentaires de mes évaluateurs. Et finalement, il s'aperçoit que l'évaluateur, aussi anonyme fut-il, avait raison. Donc, il refait son papier, conclut l'inverse de sa première conclusion et le publie ailleurs. Tout ça pour dire que l'évaluation par les pairs, qui nous met toujours un peu ses nerfs quand on reçoit les évaluations, moi le premier, hein, la réflexivité nous oblige à voir qu'on est tous pareils. Hein? Mais il faut avoir une distance pour le savoir, qu'on est irritable lorsqu'on reçoit des évaluations négatives. Mais Einstein a compris, c'est la leçon de cette petite anecdote, c'est que l'évaluation par les pairs, c'est le meilleur système pour nous éviter de dire des conneries. C'est pas 100% réussi. Il y a des erreurs qui se publient, qui sont rétractées. On voit le nombre augmenté de rétractations dans les revues, pour des raisons autres que vous connaissez un peu. Mais toujours est-il qu'Einstein s'est fait sauver de dire des conneries grâce à un évaluateur anonyme. Donc, vive l'évaluation par les pairs, malgré les critiques qui, comme le disait toujours Churchill, c'est comme la démocratie, hein, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Donc, on est prêt avec ça, puis c'est très bien.
Et donc, voici le papier, On Gravitational Waves, donc l'inverse de ce qui est. Et il est publié dans une revue d'ingénieurs, je respecte les ingénieurs, mais c'est pas les physiciens. Journal of the Franklin Institute, ils ont reçu un papier d'Einstein, ils l'ont imprimé, point barre. Et voici effectivement le processus d'évaluation par les pairs, c'est que vous avez un papier, et si vous êtes chanceux, vous vous rendez au bout, votre papier est accepté, et vous êtes tout heureux d'enfin avoir publié. C'est déjà une évaluation, donc. Hein? Donc, l'évaluation, voyez-vous, elle est multiple. Si on saute maintenant à aujourd'hui, dans ce que j'ai appelé au fond la fièvre de l'évaluation, on veut tout évaluer, on a vu partout depuis les années 90, partout se multiplier des classements. Parce qu'au fond, on confond évaluation et classement. Mais sur le plan public, la synthèse la plus visible, la plus simpliste, donc, et donc la plus médiatique, c'est compliqué, ça ne vaut pas d'un média, c'est le classement. Parce qu'on peut vous évaluer, c'est compliqué. Si on vous classe, c'est simple. Vous êtes premier, vous êtes troisième. Et tout le monde est habitué de se faire classer. Du moins en France, ici un peu moins, mais en France, ils vivent tous les classements. Et vous connaissez, j'imagine, le US News and World Report qui classe les soi-disant meilleures universités à travers le monde. Bien sûr, le fameux classement de Shanghai qui est arrivé en 2003, qui a excité surtout les Européens. Il y en a plein. Et donc, après, on a multiplié les indicateurs, parce qu'il fallait des indicateurs pour évaluer les gens. Et on vient d'en mentionner un qui est connu par les chercheurs, c'est le fameux facteur d'impact des revues, qui date au fond du milieu des années 70 et qui avait été créé pour des raisons bibliothéconomiques, pour gérer des revues. Mais on l'a transformé en évaluateur d'individus, ce qui est une pure absurdité parce que c'est pas la bonne échelle de l'indicateur. Un autre indicateur qui est devenu à la mode chez les scientifiques eux-mêmes, inventé par des scientifiques, c'est l'indice H, ou il y en a qui disent facteur H, parce qu'en anglais, c'est le H-factor, l'indice H des chercheurs. Donc, maintenant, les chercheurs se disent, quel est ton indice H? 32? Le mien est 40. Et ils se demandent pas, mais qu'est-ce que ça veut dire, l'indice H? C'est quoi la mesure, là? Donc, il faut regarder la boîte noire. Et ici, le travail, c'est de prendre les boîtes noires, de les ouvrir. Puis on s'aperçoit souvent dans la boîte, il y a n'importe quoi. Hein? Donc, il faut se rappeler le vieil adage des informaticiens, garbage in, garbage out. Donc, si vous mesurez avec des appareils défectueux, puis vous croyez à la mesure, vous allez prendre des mauvaises décisions. Je répète toujours cette leçon qui va être mon mantra ici. Et donc, c'est déjà commencé. Ça, c'est pas plus tard que il y a quelques jours dans le Chronicle, dans le Times Higher Education Supplement, qui lui-même, bien sûr, sur le marché des classements, publie son propre classement. Parce qu'il y aura toute une analyse à faire du marché lui-même des classements. C'est devenu un marché. Donc, il y a un espace, il y a de l'argent à faire là. McLean fait son classement à toutes les années des universités, pas parce qu'il veut classer les universités, parce qu'il sait qu'au mois de novembre, en publiant ça chaque année, il augmente ses ventes d'un facteur 5 ou 10. Même si d'une année à l'autre, qui va croire qu'il y a des gros changements dans un système aussi inertiel que l'université, il faut être déconnecté de la réalité pour croire ça. Et donc, maintenant, alors que nous, on sait ça depuis 20 ans, moi, je fais de la bibliométrie depuis 20 ans, l'Observatoire existe presque depuis 20 ans, on a été créé en 1996, et donc on sait, nous, parce que c'est technique, que le facteur d'impact n'est pas une mesure de la recherche individuelle, c'est une caractéristique de la revue, pas des individus qui publient dedans. Vous pouvez publier tant que vous voulez dans Nature, peut-être que vos papiers dans Nature ne seront jamais utilisés ni cités. Être cité puis avoir un facteur d'impact, c'est deux choses techniquement, mathématiquement et sociologiquement indépendantes. Pour des raisons techniques sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et donc, on vient de découvrir, là, après 20 ans d'excitation, que le facteur d'impact n'est pas crédible. Bon, on prêche dans le désert depuis longtemps, heureusement. Le Times Higher Education Supplement a compris, dans un éditorial, des choses que n'importe qui connaît le dirty work sait que c'est absurde. Et donc, comme il y a eu une multiplication des classements, on a créé des principes, parce qu'on s'est aperçu que c'était du délire. Hein? On avait ce que j'appelle la fièvre, tout le monde s'excitait, « Hey, un classement là, je suis 12e là, 20e là. » Puis là, les recteurs, on disait, « Hey, je suis 20e, je suis bon. » « Oui, mais t'es 20e dans quoi? »« Ah, je sais pas, mais je suis 20e. » C'est ça qui est important. On va voir des exemples, hein, parce que ce que je dis là, malheureusement, c'est des exemples réels. Au lieu des imaginer, ils sont réels, puis sont encore plus drôles. Et donc là, il y a un comité autoproclamé d'experts sur les classements, composé de ceux qui font des classements. Quand même extraordinaire. Mais quand même, moi, je suis ouvert d'esprit, je dis, OK, quels sont les principes de classement? Premièrement, il faut définir clairement les buts visés. Je traduis leurs principes. Être transparent dans la méthodologie, bien évidemment. Choisir des indicateurs adéquats et valides. Ça, c'est très bien. C'est comme on dit, il faut trouver une solution. Oui, on est d'accord, mais
C'est quoi la solution? Ah ben, il faut la trouver. Donc, on n'a rien dit. On n'a rien dit. On n'a rien dit. Identifier clairement la pondération et éviter de la changer. Ça, c'est assez curieux, parce que si votre première pondération est fausse, si vous ne la changez pas, c'est pas une bonne idée. Identifier la pondération, il faut surtout la justifier, puis c'est impossible dans 99% des cas, parce que c'est arbitraire. Et reconnaître la diversité des institutions, de ne pas mettre des facultés de médecine, des grosses universités à facultés de médecine dans la même liste que des universités comme Bishop, par exemple, qui ont une autre mission. Mais au fond, je peux vous montrer que tous ces principes-là sont bien gentils, mais ne sont pas suffisants pour évaluer les indicateurs. Parce que l'enjeu ici, c'est la question de identifier la validité des indicateurs. Parce qu'une fois que l'indicateur est valide, ben, on peut faire des évaluations. Et pour l'instant, ce qui est frappant, du moins moi je trouve ça assez surréaliste, depuis 20 ans, on prend les indicateurs, on se mesure avec les facteurs H, les facteurs d'impact, on ne se pose jamais la question, mais est-ce que tu valides cette affaire-là? Et voici un exemple pour rire un peu, mais c'est réel. Voici un classement 2011 des universités vertes. Bon, ne pas c'est quoi, mais bon, les universités vertes sont classées. OK, là, il y a un chiffre, le total score, 8033,54. 7981,46. Donc, il est deuxième. C'est pour ça qu'il faut transformer ça en classement, parce que les chiffres, c'est ce que ça veut dire, ça. Mais, pour vous montrer l'absurdité sociale de nos dirigeants universitaires, j'avais prévu ça, moi, en 2009. Alors, check bien. L'Université de Sherbrooke est la première position au Québec ou au Canada en développement durable. C'est quoi ça? Bien, ils ont découvert qu'ils sont classés dans le classement des universités Green Metric. Et ils se pètent les bretelles que l'université est dans la... Mais ils ne se demandent pas, mais c'est quoi la validité de ça? Est-ce que les professeurs sont bons? Les étudiants sont-ils bien formés? Les diplômés, savent-tu compter? Ça, on ne sait pas. On sait que l'université est verte. Donc, voyez-vous, le délire collectif des classements s'incarne dans le classement des universités vertes. Les universités, ou plutôt leur chef de communication, qui dit l'important, c'est d'être visible, puis d'être dans les top 5. Top 5 de n'importe quoi. Le top 5 du comique de l'année, on n'a rien qu'à dire qu'on est dans le top 5 selon quelque chose. Donc, on est dans une phase de délire. Et là, voici un exemple réel. Ensuite, j'irai dans la technique de comment s'épargner ces niaiseries-là. Là, vous avez ici, University of Guelph places first in report on Canadian University's inventiveness. Ici, puisqu'on est en communication, les chefs de com de toutes les boîtes des universités et de partout, il faut voir qu'ils sont bons en rhétorique. Fait qu'il faut lire ça attentivement. First in report. Lequel rapport? Il y a un rapport qui dit « t'es premier ». Là, on va regarder c'est quoi cette affaire-là. Puis là, University of Guelph rank most inventive university in Canada. Là, le texte du document dit University of Guelph is Canada's most inventive university according to a new survey. Point. A new survey. Qui a fait ça? Encore une fois, ça descend. C'est jamais dit. OK? Puis ça, c'est publié dans le Guelph News parce qu'on se pète les bretelles. Quelqu'un, quelque part, a dit que Gingras, c'est le premier au monde. Donc, moi, je le dis, hey, je suis premier au monde. Qui a dit ça? Je ne sais pas, mais ils m'ont dit que c'est moi le premier. Donc, regardons les réalités. Ça, c'est un document qui avait été fait par des Impact Group, que je connais bien. Je connais très bien le directeur Ron, c'est un de nos amis. C'est pas parce qu'on a un ami qui dit pas des conneries. Vous devinez que j'ai pris le téléphone pour lui expliquer qu'il n'a pas recommencé ça. Bon. Regardons. Ici, on a les 10 universités et on a un indicateur d'inventivité. Là, moi, je me gratte la tête, c'est ma job. Inventivité, comment c'est mesuré, ça? OK. En gros, on dit, j'ai le nombre d'inventions déclarées à l'American... Il y a une organisation qui ramasse les énoncés d'invention. L'université dit, OK, cette année, mes chercheurs ont dit, hey, moi, j'ai inventé un bouton 5 trous. Fait 1, toi, un bouton 3 trous, 2. C'est correct. C'est une déclaration d'invention. Maintenant, il faut normaliser ça dans un indicateur. Parce que si l'université a 3000 profs, puis tu déclares 1000 inventions, ben oui, l'université a 50 profs, ne déclare pas 1000 inventions. Il faut normaliser ça par quelque chose. Fait que là, on dit par quoi? Fait que là, tu regardes autour de toi. Qu'est-ce que j'ai? Hop! J'ai d'abord, by faculty, nombre de profs. Donc, je divise les inventions par le nombre de profs. C'est pas fou. Mais, si vous, comme moi, une expertise des universités canadiennes, je regarde ça, aussitôt que je regarde la liste, je dis c'est absurde. Parce que voyez-vous, toutes les grosses universités canadiennes, curieusement, sont en bas. Maintenant, si vous prenez le deuxième indicateur, by income, là, je dis, OK, mon nombre de profs, la R&D. Il y a 800 millions de R&D à Toronto, il y a 40 000 $ à Bishop, donc je divise par le R&D. Là, où sont les grandes universités? Disparues. Elles ne sont plus là, là.
Toronto. Vous avez deviné l'erreur. C'est que là, on prend deux gros chiffres qu'on divise. Or, Guelph, en gros, faculté d'agriculture, qui sont très, très forts en agriculture, mais ça s'appelle une université. La faculté d'agriculture de McGill, c'est McDonald College, c'est pas l'université McGill. L'université de Toronto, c'est pas une faculté d'agriculture. Donc, tu divises pas par le nombre de profs de Toronto qui est 2000, parce que là, tu viens de faire disparaître l'indicateur. Donc, c'est complètement invalide. Mais les gens qui ont utilisé ça ont dit, je suis classé. Moi, à l'OST, je dis, quand tu as un indicateur, tu démarres d'abord, je vais vous donner les critères ensuite, es-tu valide ou non? Après, on jasera, là, mais pas avant. Donc, ça, c'est complètement absurde. Un exemple réel. Puis là, les boîtes de com de Guelph sont pétées bretelles. C'est une insulte à l'intelligence. Je peux vous donner d'autres exemples où les gens ont été ridiculisés en utilisant des indicateurs stupides. Et donc, de mémoire, ils ne l'ont pas fait. Ça ne veut pas dire qu'ils m'écoutent. Mais j'ai pris le téléphone, j'ai dit, mon cher Ron, moi, je détruis ça publiquement partout où je vais dans le monde. Et donc, en termes d'évaluation, si on veut une petite Bible, il y en a deux. Je vous présente la première. C'est le rapport du Conseil canadien des académies de 2012 qui est disponible en PDF sur le site sciencepourlepublic.ca ou si vous faites Google Conseil canadien des académies, vous allez le trouver. Vous allez trouver un gros rapport d'une centaine de pages qui est encore aujourd'hui le meilleur rapport. Il y a un rapport qui vient de sortir en Angleterre du FK sur le Metric Tide qui cite ce rapport-là, qui est le rapport de base, qui a été fait par un comité international. J'en étais membre, mais bon, heureusement, il y avait d'autres personnes pour me calmer un peu. Donc, c'est un excellent rapport. Et en gros, qu'est-ce qu'on a fait dans ça? On a dit, OK, qu'est-ce que c'est que faire de l'évaluation? Qu'est-ce que c'est? Il faut rappeler les principes. Et donc, on a construit tous les différents types d'indicateurs qu'on peut avoir. On a des indicateurs, donc, de support de la recherche, d'appui à la recherche. Si vous avez des millions, c'est pas une preuve de qualité que vous avez des millions de dollars. C'est une preuve de capacité de recherche. Là, si vous avez 50 cents, vous ne ferez pas de recherche. Si vous avez 10 millions, vous allez en faire plus. C'est pas une qualité. C'est une ressource en termes d'évaluation. Bon, si vous êtes à l'université, vous avez des étudiants. Donc, il y a plein de mesures possibles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont valides. Ça veut dire que là, on a d'abord les unités mesurables. On peut ensuite les diviser, multiplier, les mettre au carré, mais d'abord, on se demande donc qu'il y en a plein. Hein, on voit qu'on peut compter les publications, on peut compter les citations, des mesures d'estime. Par exemple, on peut dire, il a gagné des prix. Là, on dit, bon, s'il a gagné des prix, effectivement, il ne doit pas être si con. Donc, c'est une mesure d'estime. Et Webométrique, c'est les nouvelles. Hey, on parle de toi sur Twitter. Je dis, oui, mais demain, ça va être fini. Hein? C'est pas grave. Bon, ensuite, la capacité de recherche. Donc, d'autres indicateurs sur la capacité de recherche. Bon, comme on dit, les chercheurs, c'est une mesure de la capacité de recherche. L'infrastructure, quelle est la qualité de vos appareils? Si vous avez un spectromètre de 1950, vous ne publierez pas dans Physical Review, là, c'est fini. Scrapez ça, puis il faut en acheter un 2015. Donc, capacité de recherche et d'autres types d'indicateurs que la qualité. Il y a plusieurs mesures de différentes étapes de la recherche. C'est ce que le rapport nous rappelle. Et il nous rappelle aussi des critères d'adéquation. Le premier, c'est la validité, sur laquelle je vais revenir, parce que tout le monde dit qu'il faut des indicateurs valides, mais personne ne donne des critères de validité. Ici non plus, mais c'est pas grave. Ensuite, il faut qu'ils soient à jour. L'exemple, c'est que les gens ne savent pas toujours que dans le classement de Shanghai, un des indicateurs, c'est le prix Nobel, le nombre de prix Nobel de votre institution. Timeliness, bonjour, parce que le prix Nobel, c'est donné 30 ans après la recherche. Donc, quand aujourd'hui, il y a un prix Nobel, par exemple, que je connais, qui est celui qui a fait le Sudbury Neutrino Observatory. Ça a été construit dans les années 80. Ils ont découvert une découverte extraordinaire sur les neutrinos. Bien, il y a eu le prix Nobel cette année. Est-ce que l'université Queen's, où il a travaillé, est bonne aujourd'hui? Je ne le sais pas. C'est pas parce qu'il y a le prix Nobel aujourd'hui. Donc, c'est une absurdité. Un indicateur qui a été mesuré il y a 30 ans est appliqué à l'université aujourd'hui. Absurde. Niveau d'agrégation, est-ce qu'on parle des individus, des institutions, du pays? C'est pas la même chose. Le même indicateur, qui est nul au niveau individuel, peut être utile au niveau agrégé. C'est le cas du facteur d'impact. Il caractérise une revue, il ne caractérise pas un individu qui publie dans la revue. Et donc, on a fait une approche, et en gros, il y a un appendice C où on passe à travers tous les indicateurs un à un, on dit oui, non, mais en gros, ce que ça donne, si on prend des mesures pondérées de publication, on a un bon indicateur de productivité. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il est bien normalisé, si on tient compte des sous-champs, comme on va le voir tantôt. Publié en physique, c'est pas publié
diététique, hein? C'est pas moins bon, la diététique, la physique nucléaire, c'est autre chose. Il faut la normaliser avec la bonne indicateur. Comme tantôt, on a normalisé avec le nombre de profs dans l'université, une absurdité totale. Et donc, les citations, oui, c'est important parce que ça nous dit des choses précises lorsqu'ils sont bien normalisés. Que vous ayez des millions de subventions, c'est pas une preuve de qualité de la recherche. Moi, je connais des gens qui ont des subventions qui ne publient pas. D'accord, le chercheur, il est là pour ramasser de l'argent ou publier, c'est-à-dire produire du savoir. Ben, c'est évident. Donc, c'est un indicateur de ressources, c'est le bien, des millions. Ça ne veut pas dire que tu es bon. Quelles sont ses propriétés d'indicateur? D'abord, rappelez brièvement d'où ça vient qu'on parle d'indicateur de mesure. Hein? On parle de métrique. J'aime mieux indicateur, ça le dit bien, c'est là pour indiquer quelque chose. D'abord, on part d'un concept. Je prends le cas que j'aime le plus par des formations de physiciens, le concept de température. Au début, le concept de température était confondu au 17e siècle avec le concept de chaleur. D'ailleurs, quand il fait chaud, on dit « j'ai chaud ». Okay? Donc, la chaleur, température, c'est un peu... C'est confus au 17e siècle. Et on dit « mais comment on va mesurer ça sur la chaleur? Okay? » Fait que là, il nous faut une dimension de la chaleur, puis un concept peut avoir plusieurs dimensions. Hein? Par exemple, la qualité, on va dire oui... Il y a plusieurs dimensions à ça. Est-ce que c'est les qualités scientifiques? Est-ce que c'est la qualité organisationnelle? Est-ce que c'est Il y a plein, en théorie, de dimensions. Pour chacune des dimensions, il va falloir trouver un indicateur, ou plusieurs, qui vont converger. Parce que si tu as 3 indicateurs du même concept et qui s'en vont dans des directions opposées, ça veut dire qu'ils ne mesurent pas la bonne affaire, parce que le concept, lui, est supposé d'avoir une précision. Donc, on va construire ça. Et si vous avez donc le concept de température, la première incarnation d'un indicateur, c'est le thermomètre. Donc, les premiers thermomètres au 17e siècle, on voit bien que plus il fait chaud, le thermomètre à l'alcool, tu vois bien qu'en gros, il fait plus chaud, le thermomètre monte, ben, on va mettre un petit indice là-dessus. Plus c'est haut, plus il fait chaud. Là, moi, j'ai un indice qui est, là, tu t'assures que c'est linéaire, qu'effectivement, plus il fait chaud, plus il monte. S'il arrête de monter, il n'est pas bon, le thermomètre. Tu dis, ben non, il ne fait pas 20 degrés ici, tu fais 35, là, à peu près. Là. Donc, il faut que le thermomètre soit bien construit. Mais vous voulez mesurer la température, pas l'humidité. Donc, si vous voulez mesurer la température, il vous faut un thermomètre. Si vous voulez mesurer l'humidité, il vous faut un hygromètre. Pas la même chose, ça. C'est 2 mesures, 2 concepts différents. L'humide, température. Température, c'est... Donc, le premier, il faut être adéquat à l'objet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut s'assurer que le concept qu'on veut mesurer, la qualité scientifique de la recherche, dont on a une idée, l'indicateur qu'on va utiliser va se comporter en adéquation avec ça. Et donc, l'humidité, c'est pas la température. On va dire, oui, mais pourtant, quand c'est humide, il fait plus chaud. Non, ça, c'est la température ressentie. Le thermomètre marque la même chose, lui. Mais toi, par cause de la peau, des raisons physiologiques, l'humidité influe sur notre perception de la température. Mais c'est pas la température. Okay? D'où l'invention d'un indice synthétique de température et d'humidité, la chaleur perçue. Et ça, c'est un indicateur, d'ailleurs, qui est très intéressant sur le plan sociologique, parce qu'il a été créé récemment par les postes de météo pour faire peur au monde, en disant, il va faire 45 degrés température perçue. Ou moins de 45. Là, le monde en peur. Et vous savez que l'année dernière, si vous suivez l'actualité, c'est extraordinaire. L'industrie du ski a dit, écoutez, arrêtez d'annoncer à la télé qu'il fait moins 45 avec la température ressentie, le monde vient de faire du ski. Parce que la vraie température, c'est le thermomètre. Puis c'est pas sûr que tu as toujours le ressenti de moins 45, ça dépend s'il vente fort ou non. Donc, ils ont fait une pression pour qu'un indicateur douteux cesse d'être dit, parce que ça avait des effets sur le marché. Extraordinaire. OK? Donc, homogène dans sa mesure. C'est un peu plus technique, mais tous les classements sont faux. Pourquoi? Parce qu'ils additionnent des pommes et des oranges. Il faut être homogène. L'indice des prix à la consommation est un bon indice. On n'ajoute pas des pommes puis des cigarettes. On ajoute le prix des cigarettes, le prix des pommes, le prix du steak. Donc là, on mesure le prix et le poids et la proportion de ce que les gens consomment à peu près, d'où le fait qu'on change le poids. Aujourd'hui, il y a moins de cigarettes dans le panier d'achat qui mesure l'inflation que il y a 30 ans. Donc, il faut qu'il soit homogène dans sa mesure. Et on va voir que la plupart des indicateurs ne le sont pas. Donc ça, c'est le deuxième test de validité. L'autre, qui devrait être évident, c'est qu'il faut qu'il varie en conformité avec l'inertie de l'objet. Là, c'est une déformation de physicien, mais l'inertie de l'objet, c'est de dire, si vous avez un thermomètre numérique ici, et là, bon, les portes sont fermées, on est installé, on travaille, et soudain, je regarde le thermomètre, il fait 22. Bon, c'est beau. Là, je le regarde au bout de 4 minutes, il marque 25. Je laisse faire, il me marque 18. Personne va dire,
Donc, la température change ici. Vous dites, ben non, le thermomètre est brisé, là. Il n'y a pas de courant d'air, personne n'a ouvert la porte. Thermodynamique 101, la température peut juste baisser tranquillement si on ne chauffe pas dans la soirée, mais elle va baisser 17, 16. Donc, c'est le thermomètre qui est brisé. Pourtant, chaque année, nos présidents d'université disent, hey, j'ai monté dans le classement de Shanghai de 2, j'ai baissé de 3. C'est la preuve qu'il faut investir dans les universités. Des choses qui ont été dites par des recteurs. Je ne les nomme pas par charité chrétienne, ça a été dit. Or, d'une année à l'autre, qui peut croire qu'une université qui est un gros bateau qui ne tourne pas Saint-Dicenne peut changer de classement? C'est impossible. Donc, les variations de classement dans les US News and World Report et Shanghai sont le bruit statistique des données. Point barre. Mais ces gens-là l'utilisent. J'ai vu un cas extraordinaire où, une certaine année, le recteur dit, voyez-vous, on a monté 2, ça vous montre qu'il faut investir pour être compétitif internationalement. Demain, l'année d'après, ils ont baissé de 3, parce que c'est du bruit. C'est du bruit. Ah, vous voyez, ça vous montre à quel point il faut continuer à investir dans les universités. Mais là, c'est quoi, donc c'est quoi il faut faire, là? On comprend. Donc, cet indicateur-là ne nous indique rien. Il est faux. Pourtant, les gens continuent. Relation monotone entre le concept et l'indicateur. Ça a l'air simple, mais les gens ne l'appliquent pas. Par exemple, il y a beaucoup de classements, on dit, la qualité d'une université, là, on a 4-5 indicateurs, dont 2 que j'aime bien, c'est la proportion de professeurs étrangers et la proportion d'étudiants étrangers. Prenons la relation monotone. Au début, l'indicateur dit, ben oui, c'est bien, ça va dire des profs étrangers, il y a d'autres cultures, puis des étudiants aussi, d'autres points de vue, puis c'est un milieu universitaire, c'est important, ça, là, d'avoir des points de vue différents. Oui, c'est vrai. C'est pas un indicateur, ça, c'est une idée qui est intéressante. L'indicateur, c'est pas ça, c'est un chiffre qui mesure un concept de façon continue. L'indice des prix à la consommation, là, sur plusieurs années, on regarde ce que ça donne. L'inflation, on regarde ce que ça donne. La relation monotone, c'est crucial, parce que vous dites, OK, qu'est-ce que ça veut dire, là? 15 % de mes profs viennent d'ailleurs. Bon, ça veut dire quoi? Bien, je ne sais pas. Mais pour le savoir, c'est très simple. Mettons que c'est 95 % qui viennent d'ailleurs. Votre université, selon l'indicateur, c'est supposé être meilleur parce que l'indicateur est plus haut. Alors, tout le monde sait que votre université a 95 % de gens étrangers, c'est une université coloniale. C'est ça que c'est. C'est une université sous-développée qui importe des gens qui, après, normalement, vont former les leurs. Tous les pays dans le monde, depuis le néolithique, c'est ça qu'ils ont fait. Donc, ce n'est pas un bon indicateur. Ça ne dit pas que ce n'est pas une bonne idée. Ça dit que ce n'est pas un indicateur de qualité de la recherche, de qualité de l'université, de l'ouverture de l'université. Là, on va dire, oui, mais il est bon entre 12 et 15. C'est comme tu faisais un thermomètre. Quand j'ai un thermomètre, je te le vends, j'ai un rôle, mais à 90, là, c'est pas bon, il ne fait pas 90. Puis à 0 non plus, mais entre 15 et 18, là, c'est la bonne température. Donc, personne ne va acheter ça, ce thermomètre-là. Hein? Bien, tous les classements que vous avez, c'est des thermomètres invalides. Et donc, je ne le démontre pas ici, mais je peux le démontrer, tous ces indicateurs sont faux, techniquement, au sens mathématique du terme. Maintenant, effectivement, quand on le disait tantôt, mesurer, évaluer l'impact, il faut tenir compte des institutions et leurs missions. Une autre banalité que je répète constamment aux gens qui viennent nous voir. Or, il y a plein de dimensions de la recherche. Il y a une dimension d'impact technologique, d'impact économique, d'impact sociétal, politique, d'impact organisationnel, d'impact sur la santé, d'impact sur l'environnement. Là, on a donc des différentes dimensions avec des différents indicateurs pour chacune. Et donc ici, par exemple, on a développé que pour certains, on va avoir 3-4 indicateurs différents de la même dimension. Et il faut voir qu'est-ce qu'on veut mesurer. Et ce qu'on veut mesurer dépend de l'institution à laquelle on appartient. Je vais prendre un exemple radical pour qu'on comprenne bien cette histoire de bon sens qu'on a tendance à oublier. C'est que si vous êtes à l'université où la première idée, c'est de faire, au fond, de la recherche fondamentale à long terme, sinon elle ne se fera pas ailleurs. C'est pas dans l'industrie qu'elle se fait, c'est à l'université, tendanciellement. Mais c'est normal que vous dites, ah, bien, j'ai inventé quelque chose. Mais si vous êtes dans un laboratoire gouvernemental dont la mission est de s'assurer de la qualité de l'air, de l'eau, etc., puis que vous êtes en train de constamment publier dans les meilleures revues au monde avec des découvertes qui mènent le prix Nobel, c'est bon pour vous, mais vous n'êtes pas dans la bonne institution. Là. C'est pas là que ça se fait. Hein? Et le contre-exemple qu'on prend toujours les années 50, oui, mais à Bell Lab, ils ont eu 2 prix Nobel. Oui, mais ils sont enfargés sur une pleure de banane. Là. C'était pas la job de Bell Lab d'aller chercher des prix Nobel. Mais à l'époque, il y avait plus d'investissements. Aujourd'hui, ils ont fermé leur laboratoire parce que ce qui compte, c'est la rentabilité financière. Donc, c'est l'université a une mission. Et si la personne de l'université ne rentre que des contrats et ne publie pas, elle est très bonne, mais pas à bonne place, qu'elle fait une compagnie à numéro. Et donc, ça pour dire, la mission est le point de départ de toute évaluation de quoi que ce soit. Parler d'impact avant de nous donner la mission, ça ne sert à rien.
Exemple d'indicateur non valide, je n'irai pas dans les détails, c'est l'indice H. Ça, c'est extraordinaire. Les chercheurs, j'ai un indice H, X, Y. Il est faux, l'indice H. Pourquoi? Parce que c'est une combinaison absurde de nombre de publications et de nombre de citations croisées. Donc, c'est pas homogène. L'autre chose qui est plus extraordinaire, c'est un thermomètre, si on prend l'électromètre, l'indice H ne baisse jamais. Par construction. Donc, vous avez un thermomètre où si vous avez 30, là, puis vous ne publiez plus, là, jamais, vous pouvez monter à 35, à 40. C'est absurde. Mais les gens ne regardent pas comment ça marche, l'indice H. Et j'ai vu en France, je fais beaucoup de ces conférences-là en Europe, quelqu'un vient me dire, hey, on a un directeur d'université qui est venu inverser notre embauche. On avait pris A en premier, puis B en deuxième. En haut, le gars, il a inversé. On dit, non, je prends le deuxième, son indice H est plus élevé. J'ai dit, c'est un clown. C'est un clown. Parce que, par exemple, je peux vous démontrer qu'avoir un indice H de 10, c'est quelqu'un qui serait 2 fois moins bon qu'un indice H de 5. Or, c'est supposé le contraire. 10 étant le double de 5. Quelqu'un qui regarde un indice de 10 puis qui voit 5, inconsciemment, il dit, oui, j'ai un indicateur, donc 10 est plus grand que 5, j'embauche 5. C'est ce qu'a fait ce dirigeant d'université. Or, 5, comme indice H, ça peut être 1000 fois plus que 10. Pourquoi? Parce que si vous avez 5 articles cités 60 fois chaque, ce qui est assez extraordinaire, puis que vous en avez 10 cités 10 fois chaque, bien, votre indice est 5 là et 10 là. Donc, l'indice H est une mesure concoctée par des gens qui ne connaissent rien à l'évaluation. Le facteur d'impact des revues appliqué aux articles, même Nature, dans un éditorial, rappelle les propriétés des citations élémentaires, qui dit, dans Nature, 80% des citations à Nature viennent de 20% des articles à Nature. Pourquoi? Parce que toutes les courbes bibliométriques ont une caractéristique, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est des courbes de Pareto. Donc, extrêmement skewed, comme on dit en anglais, skewed distribution. C'est très concentré. Vous avez très peu au début qui concentrent tout, et le reste, c'est une queue infinie vers zéro. Et donc, c'est la loi 20-80 qui s'applique à Nature, qui s'applique aux publications québécoises, aux subventions québécoises, aux citations québécoises. On l'a fait ça dans un article qu'on a publié dans Science and Public Evaluation il y a quelques années. C'est une loi. Il y a la loi normale pour les notes de nos étudiants et il y a la loi de Pareto et de Lotka pour la bibliométrie. Ainsi, Dieu l'a voulu. Donc, les classements de subversion, on n'en parle même pas, sont tous faux. Twitter, on oublie ça. Et si vous voulez les preuves détaillées, c'est mon petit côté de propagande. J'ai tout démontré ça dans mon livre, Les dérives de l'évaluation de la recherche. Donc, il faut évaluer les évaluations. Et le nouveau management public, évidemment, c'est lui qu'il faut suivre. Et donc, parfait, reddition de comptes. Parfait, il faut rendre des comptes. Rendre des comptes, ça veut dire évaluer les indicateurs. Être efficient. Donc, il faut regarder comment ça coûte. Évaluer. Il faut être transparent. Fait que si on fait ça, on l'applique à l'évaluation. Qu'est-ce qu'on découvre? Que le Research Excellence Framework en Angleterre, qui a remplacé le Research Assessment RAE, donc le Research Assessment Exercise, qui avait été créé au milieu des années 80 par Margaret Thatcher. Parce qu'il faut bien comprendre que la mode de l'évaluation, ça vient du nouveau management public, idéologie néolibérale qui s'est distribuée dans les universités à partir des années 90, d'abord dans les hôpitaux et les organismes publics dans les années 80, et c'est pas un hasard que c'est Thatcher qui a inventé le RAE. Bien, le RAF, qui est la suite, parce qu'on s'est dit, Research Assessment Exercise, c'est bureaucratique, on va appeler ça Research Excellence Framework. Qui est contre l'excellence ici? Personne? Good. Donc, vous êtes pour ça. Et là, on dit, comment ça coûte, cette affaire-là? Ça coûte 250 millions de dollars, 250 millions de livres. Donc, 450 millions, 500 millions de dollars. Pourquoi? Là, tu dis, mais pourquoi j'ai mis 250 millions de pounds? Bien, pour conclure, la chose suivante, que je cite, que 75% des universités britanniques, donc les 3/4, sont excellentes au plan international. La moitié, 46%, sont excellentes au plan international. Et l'autre tiers est un leader mondial. Là, on est à 75. Puis l'autre 20 est quand même reconnu au plan international. Là, on est à 95%. On a dépensé 500 millions de dollars pour se dire, à tous les 5 ans, puis ça recommence à tous les 5 ans, on est bon, puis il y a juste 4-5 nuls. Bien, ça, c'est ce que tout le monde sait dans les organisations. En gros, comme on s'est embauché correctement à peu près, 95% font le job, toujours un petit bruit difficile à éliminer, qui est le prix à payer. J'ai pas besoin de dépenser 500 millions, je savais ça. Conclusion, les chercheurs et aussi les gestionnaires de la recherche, mais les deux, parce que les chercheurs qui font leur indice H, savent pas de quoi ils parlent,
doivent d'abord éviter de donner de la crédibilité à des indicateurs improvisés et inadéquats à leur objet. On pourrait prendre un exemple que je n'ai pas eu le temps d'amener du dernier rapport du Conference Board, qui donne des notes, Monsieur Conference Board, think tank de droite bien connu, qui voudrait bien qu'on soit tous une main visible néolibérale et on aurait A+ sur toutes les dimensions. Fait que là, il nous classe en recherche. Ah, il dit oui, en publication, on est B. En brevet, on a D. Ah bon, pourquoi on a D? Parce que, je ne sais pas trop pourquoi, il doit penser qu'on devrait faire plus de brevets. Alors, ça coûte cher, faire des brevets. Et c'est pas sûr que c'est avec ça qu'on fait de l'innovation. Il y a une quantité énorme d'innovations qui ne sont pas par des brevets. Puis surtout, à l'université, des brevets, ça coûte la peau des fesses. Il y a une chance sur 100 qui rapporte de l'argent. Conclusion, on dépense plus d'argent dans les brevets dans les universités qu'on en rapporte. Ça, c'est vrai à travers le monde. C'est vrai au Québec, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai partout sur la Terre. Mais le Conference Board arrive avec des indicateurs, puis là, tu as des gens qui disent « Ah oui, on n'est pas bon ici, il faudra s'améliorer. » Je dis « Mais pourquoi vous dites ça, là? Mesurer l'indicateur, il n'est pas bon, l'indicateur. Hein, c'est comme si on voit le thermomètre, puis il marque 40, on commence à se déshabiller. Il dit « Ben non, il est brisé, le thermomètre, il ne fait pas 40 ici, là. » Et donc, on doit s'assurer que les indicateurs de performance choisis sont d'abord valides. Et ça, c'est un exercice qui est long. Je pourrais les faire un par un, là, démontrer. C'est compliqué, c'est long. Il faut dire, OK, ça mesure quoi? Divisé par nombre de profs. OK, c'est pas bon. On a fait cet exercice-là avec le cas de Impact Group. Ça a été simple. Votre examen à la maison, c'est de prendre tous les indicateurs que vous voyez, là, puis de les faire. Par exemple, en France, en 2005, ils ont fait la LOLF, la loi organique sur la finance, qui est l'incarnation jusqu'à l'infini de l'absurdité du nouveau management public. Cette LOLF-là contient 8700 indicateurs. Fait que là, quand je suis là-bas, je dis, OK, là, allez les prendre puis appliquer ma règle, puis vous me direz combien sont valides. J'évalue à peu près à 10 qui vont l'être. Et donc, une fois qu'ils sont valides, bien là, il faut s'assurer qu'on a multiples indicateurs qui convergent. Si j'ai 3 mesures différentes, on peut critiquer la première, mais s'ils montrent tous qu'on monte ou qu'on descend, c'est un peu là. J'ai mesuré le même concept avec 3 indicateurs, puis ils pointent par en bas, là, de façon cohérente, on est dans le trouble. Il ne faut pas essayer de nier la vérité. Donc, les indicateurs, c'est aussi des aides à la décision, qui est la conclusion du rapport du Conseil canadien des académies. Les indicateurs ne remplaceront jamais la décision. C'est un aide à la décision. Quand vous regardez le thermomètre chez vous, vous dites, OK, je mets-tu un compte ou j'en mets pas? Mais ça dépend si vous êtes frileux. Moi, je suis pas frileux, je sors dehors, j'ai pas froid. L'autre, je vais mettre une petite laine. OK, même petite laine. Donc, la décision était la même, était différente de nos deux, pour, au fond, le même indicateur. Donc, les indicateurs ne remplacent pas le jugement. Le jugement va toujours être nécessaire, et c'est ça, une décision. Elle est fondée sur des données, mais je pouvais me donner n'importe quelle donnée, et je peux vous montrer dans tous les cas qu'elle mène toujours à au moins 2 décisions. Toujours, sans aucune exception. Une qui va être, on relance la baraque, l'autre, on ferme la baraque. Mais c'est pas l'indicateur qui va démontrer qu'on doit fermer la baraque parce qu'il baisse. C'est la décision qui dit, bien là, faut relancer l'affaire, faut emmener du sang neuf, puis on va remonter la pente. Mais c'est pas l'indicateur qui va amener à la décision dans aucun cas. Merci de votre attention.